Saïd Bouamama, figure de la Révolution africaine. Troisième partie, de l'anticolonialisme à l'anti-impérialisme. 1962-1975. 10. Un continent à l'assaut du ciel. La lutte contre l'impérialisme pour rompre les liens coloniaux et néocoloniaux, qu'elle soit menée avec des armes politiques, des armes réelles ou avec les deux à la fois, n'est pas sans lien avec la lutte contre le retard et la misère. Toutes deux sont des étapes sur une même route, menant à la création d'une société nouvelle, à la fois riche et juste. Ernesto Che Guevara, discours au séminaire économique de solidarité afro-asiatique, Alger, 24 février 1965. Le début de la décennie 1960 en Afrique est marqué par l'espoir et l'enthousiasme. L'Afrique, pour reprendre l'expression de Marx dans un autre contexte, est un continent lancé à l'assaut du ciel. L'indépendance algérienne, en 1962, semble indiquer un sens inéluctable de l'histoire et inspire de nombreux militants africains. La Révolution africaine, titre donné par les éditions Maspero à un recueil de textes de Frantz Fanon publié à titre posthume, semble plus que jamais d'actualité. Des luttes armées se déclenchent dans les derniers bastions coloniaux. En Angola, 1961, en Afrique du Sud, 1961, en Guinée-Bissau et au Congo, 1963, au Mozambique, 1964, et en Rhodésie, 1966. Le souffle révolutionnaire qui secoue le continent se heurte cependant à un nouveau contexte mondial et continental, porteur de nombreux obstacles. Entre la détente, la construction du mur de Berlin en août 1961, puis la crise dite des missiles à Cuba en octobre 1962, mettent en évidence la fragilité de la coexistence pacifique entre les États-Unis et l'Union soviétique. La réforme agraire déclenchée en mai 1959 par Fidel Castro, puis la nationalisation, en juin 1960, des entreprises états-uniennes installées à Cuba et la proclamation l'année suivante du caractère socialiste de la révolution cubaine font du régime cubain un ennemi à abattre pour Washington. Les Cubains anticastristes réfugiés aux États-Unis multiplient les actions d'éclat avec la bénédiction du président Eisenhower. Le 17 avril 1961, 1500 hommes débarquent dans la baie des Cochons, appuyés par des bombardiers américains. L'opération, assumée par le nouveau président Kennedy, est un fiasco. Fidel Castro sort renforcé de l'affrontement et devient un symbole mondial de la résistance anti-impérialiste. La menace est néanmoins sérieuse et durable. En février 1962, les États-Unis imposent un embargo qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Après l'agression militaire, l'arme économique finit de convaincre Castro d'accepter l'installation de missiles soviétiques sur le sol cubain. Pour Moscou, ces missiles constituent une riposte à la décision états-unienne de novembre 1961 de déployer 15 missiles en Turquie et 30 en Italie, à des distances permettant d'atteindre le territoire soviétique. La découverte, le 14 octobre 1962, par un avion espion états-unien de l'installation des missiles soviétiques, déclenche une escalade de menaces mutuelles faisant courir le risque d'une guerre nucléaire. Le 29 octobre, Khrouchtchev accepte le démantèlement des sites de missiles contre l'engagement des États-Unis de ne plus tenter d'intervenir à Cuba et le démantèlement des missiles états-uniens de Turquie et d'Italie. Les négociations de sortie de crise se sont déroulées uniquement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pour les Cubains, qui apprennent la décision soviétique par un message de Khrouchtchev à la radio, le constat est amer. Fidel Castro dénonce dans une lettre à Khrouchtchev le 31 octobre 1962 le caractère unilatéral de la décision soviétique. « Je ne vois pas comment on peut affirmer que nous avons été consultés sur la décision que vous avez prise. » Le démantèlement de la base militaire états-unienne de Guantanamo et la levée de l'embargo ne figurent même pas dans l'accord conclu. Nikita Khrouchtchev rappelle dans ses mémoires, publiés en 1971, que les relations de l'URSS avec Cuba prirent brusquement un tour moins favorable. Castro cessa même de recevoir notre ambassadeur. Il était furieux que nous ayons repris les fusées. À l'issue de la crise des missiles se met en place entre les États-Unis et l'Union soviétique la politique dite de détente. Présentée comme la poursuite de la politique de la coexistence pacifique, elle provoque cependant des évolutions notables qui changent la donne pour les pays africains nouvellement indépendants et pour les mouvements de libération nationale. Symbolisée par la création d'un téléphone rouge entre la Maison-Blanche et le Kremlin et le développement de négociations pour la réduction des armes nucléaires, la détente pose surtout le principe d'une coopération préalable entre les États-Unis et l'Union soviétique pour prévenir les conflits.
Dans ce cadre, les mouvements de libération nationale sont perçus comme des acteurs passifs ou comme des instruments, sur des questions qui les concernent pourtant au premier chef. La résolution de la crise cubaine par négociation entre les deux grands et sans consultation des Cubains crée en ce sens un précédent, avec le risque de sacrifier les intérêts nationaux des peuples d'Afrique sur l'autel des nécessités de la détente. Faisant le bilan de la période nassérienne en 1975, les journalistes marxistes égyptiens Baghat El-Nadi et Adel Rifaat présentent de la manière suivante la situation internationale à l'issue de la crise des missiles. Après l'affrontement direct entre elles, États-Unis et URSS, autour de Cuba, fin 1962, et le recul de Khrouchtchev devant les menaces de Kennedy, les deux superpuissances s'acheminaient vers un accord, d'abord tacite et puis de plus en plus explicite, de mener la concurrence entre elles, pour le partage des zones d'influence et de domination, sur un autre terrain que celui des affrontements directs. Entre la détente et l'affrontement sino-soviétique. Déjà active à Bandung et se présentant comme faisant partie du tiers-monde, la Chine populaire éveille l'intérêt des leaders nationaux africains. Outre la posture assez radicale qu'elle adopte dans son soutien à un mouvement de libération, elle développe un modèle économique qui suscite une attention particulière dans les pays du tiers-monde. Mehdi Ben Barka, par exemple, parle en 1959 de fascination à propos de l'expérience chinoise. Ce mot fascination est bien celui qui convient à l'attitude de la plupart des peuples, en tout cas ceux dont je connais les représentants à l'égard de la Chine. Pour ne parler que du Maroc, les observateurs sont unanimement frappés par le succès immense du pavillon chinois à la foire internationale de Casablanca. Cela tient au fait que la Chine se présente comme le pays qui a le plus de similitudes avec le nôtre, par son passé, par l'immense retard qu'il a eu à rattraper, par les erreurs également commises au lendemain de sa libération. Au cours des années 1960 et 1970, la Chine populaire est en plein conflit idéologique et politique avec l'Union soviétique. Elle considère que la politique de la détente est une trahison des luttes de libération nationale, en ce qu'elle incite à étendre le principe de la coexistence pacifique entre États au rapport entre classes opprimées et classes oppresseuses, entre nations opprimées et nations oppresseuses, et de subordonner la lutte révolutionnaire des nations opprimées à la politique de coexistence pacifique des pays socialistes. Avec les années, le conflit sino-soviétique ne fera que s'envenimer. L'Union soviétique est bientôt caractérisée par les communistes chinois comme social-impérialistes, c'est-à-dire socialistes en parole et impérialistes dans les faits. À partir du début de la décennie 1970, l'Union soviétique devient l'ennemi principal des Chinois, les États-Unis étant considérés comme une puissance en déclin. En retour, ils sont accusés par les soviétiques d'être des aventuristes et des diviseurs faisant le jeu de l'impérialisme. En Afrique, le conflit sino-soviétique provoque de graves dissensions au sein des mouvements de libération nationale. Jusqu'à la fin des années 1950, les deux puissances socialistes étaient considérées comme des appuis solides pour les nationalistes et les indépendantistes africains, tant sur le plan diplomatique, notamment à l'ONU, que sur le plan de l'armement pour ceux des mouvements qui s'étaient engagés dans la lutte armée. Avec la montée des tensions internes au camp socialiste, les rencontres panafricaines, afro-asiatiques puis tricontinentales sont parasitées par l'affrontement entre les deux puissances rivales. Au cours des années 1960 et 1970, le soutien que ces dernières apportent au mouvement de libération nationale est de plus en plus dépendant des intérêts géopolitiques des grands frères, chinois ou soviétiques. Dans ses mémoires, le militant anticolonialiste français Gérard Chaliand résume ainsi les attitudes politiques respectives des deux pays socialistes. L'Union soviétique prônait la coexistence pacifique. La Chine, la révolution en Asie, en Afrique et en Amérique latine. La ligne chinoise, apparemment, était beaucoup plus mobilisatrice, mais sur le terrain africain, nous constations que se livrait surtout une compétition pour la prééminence et que la Chine soutenait les mouvements qui n'étaient pas soutenus par l'Union soviétique, même s'ils étaient plus conservateurs dans leurs options. Mes sympathies allaient à la ligne la plus révolutionnaire, mais je commençais à constater qu'il s'agissait de part et d'autre de s'assurer une clientèle d'alliés redevables. En raison de ce clientélisme, le positionnement de la Chine populaire paraît de plus en plus tortueux. Ainsi en va-t-il au Congo, où elle soutient la guérilla de Pierre Moulélé contre Mobutu de 1963 à 1968, avant de changer radicalement de cap en janvier 1973, quand elle accueille triomphalement Mobutu et lui décerne un brevet de révolutionnaire. Même constat en Angola. Après avoir soutenu en 1961 la lutte armée du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, aux côtés de l'URSS, elle fait volte-face, dès 1966, pour appuyer une nouvelle organisation, rivale de la précédente, le Front national de libération de l'Angola, FNLA.
Une fois l'indépendance acquise en 1975, une guerre civile se déroule et dure 25 ans entre le MPLA, soutenu par l'Union soviétique et Cuba, et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, soutenue par les États-Unis, la Chine populaire et l'Afrique du Sud. Confrontés à de tels retournements d'alliance, les révolutionnaires africains constatent assez rapidement que derrière les discours généreux, l'intérêt des populations africaines n'est pas toujours l'objectif principal des puissances amies, toutes socialistes, qu'elles puissent se proclamer. L'essor des solidarités anticoloniales de la jeunesse. La modernisation de l'économie au cœur des Trente Glorieuses, qui s'accompagne dans les pays occidentaux de la visibilité croissante des nouvelles générations issues du baby-boom, bouscule les structures sociales traditionnelles des pays occidentaux. L'exode rural, le déclin des petits commerces, la consommation de masse, la tertiarisation de l'économie, puis, à partir du début de la décennie 1970, l'émergence d'un chômage structurel déstabilise les certitudes, désarticule les socialisations et les processus de transmission idéologique. La Beatlemania au Royaume-Uni au début de la décennie 1960 et les mouvements beatniks puis hippies aux États-Unis, à la même période, sont les premiers signes d'une crise idéologique et morale de la jeunesse. Refus du conformisme, opposition à la guerre, idéalisme de la fraternité universelle, rupture avec la prétention à la supériorité des cultures des pays dominants, attirance vers les sociétés précapitalistes, etc. Dans cette atmosphère anti-autoritaire, les vieilles idéologies coloniales ne semblent plus de mise. En France en particulier, où la société est profondément secouée par une guerre d'Algérie qui a mobilisé des centaines de milliers de soldats, les mouvements de jeunesse militants sont secoués par d'importants débats. Dans toutes ces organisations de jeunesse, et au-delà, on débat du sort des peuples en lutte pour leur émancipation. Au cœur des années 1960, les horreurs de la guerre du Vietnam catalysent cette conscience anticoloniale. Aux États-Unis, les actions de protestation se succèdent et gagnent en ampleur. Protestations rassemblant 15 000 personnes à Washington le 17 avril 1965. Encerclement de la Maison-Blanche avec des chants anti-guerre le 15 mai 1966. 150 000 manifestants à New York le 22 octobre 1967. Des campagnes de destruction des papiers militaires se multiplient. Des artistes, des intellectuels, des sportifs, des musiciens s'engagent, à l'exemple de John Lennon, Muhammad Ali ou Bob Dylan. La mobilisation connaît une telle ampleur aux États-Unis que l'on a pu dire que la guerre s'est faite autant en Amérique entre Américains sur le terrain de l'opinion publique qu'au Vietnam même. Le même mouvement se constate à Berlin, à Londres, de Paris à Berkeley. Dans le mouvement anti-guerre, la mobilisation des Noirs états-uniens est centrale. Surreprésentés au sein des contingents envoyés au Vietnam, ce sont eux qui initient véritablement et de plus en plus massivement des prises de position et des actions concrètes. Le réveil des États-Unis fut long et dut beaucoup à un mouvement noir qui parlait au nom de la conscience révolutionnaire, constate le journaliste Claude Julien. Le mouvement des droits civiques, bien que divisé en tendances opposées, dénonce unanimement la guerre et se mobilise. « No Vietnamese ever called me nigger », comme le résume ce fameux slogan attribué à Muhammad Ali. Le lien entre la résistance contre les discriminations racistes, la lutte contre la guerre du Vietnam et plus généralement le combat pour l'émancipation des peuples opprimés n'est pas difficile à faire pour les Noirs états-uniens. Comme le note la politologue Marie-France Toinet, les luttes de libération nationale africaine agissent durablement sur la communauté noire états-unienne. L'indépendance nouvelle de l'Afrique provoque une solidarité et un sentiment de fierté chez les Afro-Américains, qui renforcent leur propre prise de conscience communautaire, non point créée, mais exprimée publiquement depuis le début de la lutte pour les droits civiques entreprise en 1953 et qui s'amplifie par la suite. Et la préoccupation pour une aide demandée par l'Afrique va de pair avec l'aide apportée par l'Afrique à la lutte des Noirs américains. On constate dès lors un effet miroir entre la lutte des Afro-Américains et le combat des Africains. Alors que les leaders noirs états-uniens citent de plus en plus fréquemment les mouvements africains, les leaders africains dénoncent de plus en plus ouvertement les discriminations aux États-Unis, comme par exemple dans la déclaration de naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963. Un changement de route. La popularité de la lutte de libération nationale vietnamienne contribue à décrédibiliser les États-Unis. Le coût social et matériel gigantesque de cette guerre, le développement du mouvement contre la guerre du Vietnam, auquel s'ajoute le vaste mouvement de revendication pour les droits civiques, limite les possibilités d'intervention militaire directe, en Afrique comme ailleurs. C'est dans ce contexte que Washington élabore une nouvelle doctrine. À partir de 1969, la doctrine Nixon, encore appelée doctrine de Guam, du nom de l'île sur laquelle le président l'expose pour la première fois en juillet 1969,
pose les lignes directrices d'une nouvelle stratégie. Réduction des engagements militaires états-uniens dans le monde, soutien militaire et matériel aux pays amis, soutien aux pays susceptibles d'assurer une stabilité régionale pro-américaine. Arabie saoudite, Iran, Afrique du Sud, Israël. Intensification de l'aide économique comme outil de présence en Afrique. Rapprochement avec la Chine dans le contexte du conflit idéologique sino-soviétique. Dans leur travail sur la politique américaine en Afrique australe, les journalistes Barry Cohen et Howard Schissel résument bien cette nouvelle orientation de Washington. La doctrine Nixon appelait à un désengagement partiel de l'armée américaine dans les pays du tiers-monde. En corollaire venait le renforcement du concept d'indépendance à l'intention des régimes clients pro-américains. On attendait d'eux qu'ils supportent tout le poids de la répression des futures révoltes. La doctrine envisageait toute une série de sous-centres, sortes de partenaires juniors, qui serviraient à maintenir la stabilité régionale, politique et économique. En un sens, cela devait être la mise en pratique, à l'échelle mondiale, de la politique de vietnamisation que l'ancien ambassadeur du Vietnam, Ellsworth Bunker, avait décrite comme le changement de couleur des cadavres. En renforçant le concept d'indépendance pour les régimes amis, tout en développant un solide système de sous-traitance, la doctrine Nixon valide définitivement l'orientation néocoloniale de la politique états-unienne à l'égard des pays du tiers-monde. Si le néocolonialisme émerge et se développe en réponse aux luttes de libération nationale et aux solidarités qu'elles suscitent, il correspond également à des mutations économiques en œuvre dans les principales puissances coloniales. Les années 1960 sont marquées par la montée en puissance des entreprises multinationales qui, contrairement aux formes entrepreneuriales antérieures, sont moins dépendantes du colonialisme direct et du contrôle politique des pays du tiers-monde pour agir et prospérer. C'est ce changement de route qu'évoque l'historien et journaliste anticolonialiste Yves Benoît, en s'appuyant notamment sur le cas de l'Algérie. Bien entendu, s'il y a eu changement de route, c'est à la fois parce qu'il y a eu cette résistance accrue des peuples dominés que soulèvements et guerres de libération ont concrétisé, et parce que dans le même temps, il y a eu modification des structures du capitalisme mondial en son centre. Seule, l'ère des multinationales donne au néocolonialisme l'ampleur et la puissance nécessaires pour être une forme de domination rentable, productrice de surprofits. Et la longueur même de certaines guerres, celle d'Algérie en particulier, qui offre un tel contraste avec l'apparente rapidité des indépendances octroyées de 1960 que certains seraient tentés d'y voir une absurdité, a pour principale raison, au-delà des bénéfices immédiats qu'elles ont assurés, de gagner le temps nécessaire aux réadaptations financières et économiques impliquées par ce passage. Le changement de route néocolonial divise les nouveaux États indépendants et mine la solidarité avec les peuples des pays encore colonisés du continent. Il révèle un clivage profond portant sur le contenu et les buts des indépendances. Les limites de l'OUA. Au début des années 1960, deux groupes s'opposent sur la définition de l'indépendance, sur la conception du projet d'unité africaine et sur le soutien à apporter au mouvement de libération nationale du continent. Le premier, qui se constitue au cours de l'année 1960, regroupe la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique. Cameroun, Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Congo, Brazzaville. Fortement arrimés à la France, ces pays défendent l'idée d'une simple coopération entre pays africains et refusent toute intégration politique et économique. Ce groupe de Brazzaville, comme on le désigne, reste par ailleurs sourd à la thématique du néocolonialisme et préfère, là où le colonialisme direct persiste, appeler colonisés et colonisateurs au dialogue plutôt que soutenir politiquement et matériellement les mouvements armés. Pour ces pays, l'accession à l'indépendance politique suffit. Regroupant le Ghana, la Guinée, l'Algérie, le Mali, le Maroc et la République arabe unie, le groupe de Casablanca s'oppose frontalement au précédent et constitue ce que certains appellent l'Afrique révolutionnaire. Ce groupe s'est constitué en janvier 1961 lorsque ses membres signent à Casablanca une charte africaine, réclamant, entre autres, l'unité africaine et la liquidation du colonialisme et du néocolonialisme sous toutes ses formes. Par cette charte, les signataires s'engagent à débarrasser le continent africain des interventions politiques et des pressions économiques et à orienter leur politique économique et sociale dans le sens de l'exploitation des richesses nationales au profit de leur peuple. Pour les pays de ce groupe, l'indépendance réelle nécessite l'abolition des liens de dépendance économique. Avec des orientations aussi divergentes, les positions entre les deux groupes semblent irréconciliables en pratique. Alors, par exemple, que le groupe de Casablanca soutient l'adhésion de la Chine populaire à l'ONU, le groupe de Brazzaville s'y oppose. Même constat sur la question congolaise.
Pendant que le groupe de Casablanca défend, en avril 1961, une résolution exigeant le retrait des troupes et des conseillers politiques belges du Congo, le groupe de Brazzaville en défend une autre, qui appelle à la réconciliation sans condamner l'action de la Belgique. Dans ces conditions, la fondation en 1963 à Addis Abeba de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui regroupe les différentes tendances, ne peut que reposer sur une ambiguïté. Comment dépasser le clivage entre une Afrique qui se définit comme progressiste et révolutionnaire et une autre qui se veut réaliste et modérée? L'OUA suscite de grands espoirs à sa naissance. Césaire, présent à sa fondation, lui consacre un poème intitulé Addis Abeba 1963, dans lequel il énonce « Et subitement, l'Afrique parla. Ce fut pour nous l'an 9. » La chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, également présente, y chante l'espoir d'une Afrique unie et indépendante. La déception sera au rendez-vous. Les prises de position de la nouvelle organisation resteront toujours équivoques. Les principes édictés dans la charte de l'OUA, non-ingérence dans les affaires intérieures des États, respect de l'intégrité territoriale de chaque État, condamnation sans réserve des activités subversives exercées par des États voisins, etc., font, en pratique, de cette organisation davantage un club de chefs d'État protégés par des frontières héritées de la colonisation qu'une instance incarnant la solidarité des peuples africains en lutte pour leur émancipation. Dans le discours qu'il prononce à Addis Abeba, le président algérien Ahmed Ben Bella met ainsi en garde ses homologues contre les beaux discours qui ne sont pas suivis des faits. Il est de mon devoir, au nom du peuple algérien, au nom d'1,5 million martyrs, tombés au champ d'honneur, de déclarer que cette charte restera lettre morte si nous ne donnions pas en Angola, en Afrique du Sud et au Mozambique l'appui inconditionnel que ces peuples encore sous le joug colonialiste sont en droit d'attendre de nous. Nous avons parlé d'une banque de développement. Pourquoi n'avons-nous pas parlé d'une banque de sang pour venir en aide à ceux qui se battent en Angola et un peu partout en Afrique? Cette banque de sang est précisément ce qui manque à tous les combattants qui luttent pied à pied contre les régimes autoritaires africains soutenus par les puissances impériales. Un exemple typique est celui du Cameroun, où l'Union des populations du Cameroun, UPC, poursuit la lutte armée dans les années 1950 par Ruben Umniobé, voir chapitre 5. Alors que la France a octroyé une indépendance de façade le 1er janvier 1960, la guérilla UPCiste continue le combat contre la dictature pro-française d'Amadou Ahidjo. Longtemps soutenue par les principaux piliers de l'Afrique révolutionnaire, Égypte, Guinée, Ghana, Algérie, etc., l'UPC perd ses soutiens à mesure que le réalisme gagne ses partenaires. Un an après la signature de la charte de l'OUA, Nkrumah, pourtant soutien indéfectible des révolutionnaires camerounais jusque-là, ferme le bureau de l'UPC à Accra. Quelques mois plus tard, ce seront les autorités algériennes qui inviteront discrètement les UPCistes à quitter leur territoire. La tricontinentale. Si les espoirs fondés dans l'OUA sont rapidement déçus, une autre organisation semble devoir réjouir les révolutionnaires africains, la tricontinentale. Le cadre est plus large, 3 continents, mais les objectifs paraissent plus clairs, abattre le colonialisme et l'impérialisme. La première proposition d'une conférence anti-impérialiste réunissant les révolutionnaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine date de la 2e conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques qui se tient à Conakry en 1961. Les soviétiques soutiennent l'initiative, mais les Chinois s'y opposent. En raison de la paralysie provoquée par le conflit sino-soviétique, il faut attendre la 4e conférence de l'Organisation permanente de solidarité afro-asiatique, qui se déroule en mai 1965 à Winneba, au Ghana, pour que la décision soit prise de tenir cette conférence en janvier 1966 à La Havane. Le leader marocain Mehdi Ben Barka est nommé président du comité international préparatoire et l'Égyptien Youssef El Sabbahy secrétaire général. La nouvelle organisation a pour vocation de développer la solidarité concrète avec les peuples en lutte sur les plans tant politiques que financiers et militaires. Les militants anticolonialistes n'ont jamais cessé d'appeler à cette solidarité concrète qui s'est maintes fois heurtée à la réelle politique des États nouvellement indépendants, y compris de ceux qui se proclament révolutionnaires. L'appel de Frantz Fanon à la mobilisation d'une légion de volontaires africains pour aider militairement les combattants algériens n'a ainsi jamais pu se concrétiser. Des tentatives ont certes été menées, à l'exemple de celle de Che Guevara au Congo. En avril 1965, le révolutionnaire cubain met en application les propos qu'il a tenus devant l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1964, quelques semaines après l'agression de ce pays par des troupes belges et états-uniennes renforcées par des mercenaires rhodésiens et sud-africains. Tous les hommes libres du monde doivent se préparer à venger le crime du Congo. Avec une centaine de volontaires cubains,
le Tché tente d'organiser le maquis des révolutionnaires congolais. Mais, comme le révèlent les premiers mots de son journal du Congo, la solidarité concrète est un exercice périlleux. Ceci est l'histoire d'un échec. C'est pour éviter de tels échecs et pour organiser un solide mouvement de solidarité que se tient, du 3 au 15 janvier 1966, à La Havane, la première conférence tricontinentale en présence de 600 militants issus de 82 pays, mais en l'absence de son principal architecte, Mehdi Ben Barka, enlevé à Paris le 29 octobre 1965 et assassiné. S'il y a toujours des compromis dans ce type de rencontre, les analyses et les résolutions adoptées à La Havane sont particulièrement claires. La politique réactionnaire des États-Unis est décortiquée, l'apparition d'un colonialisme collectif est mise en exergue, le rôle des entreprises multinationales est analysé, la suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme est fixée comme objectif commun, un appel est lancé au peuple pour soutenir les luttes de libération nationale des 3 continents, car notre lutte est commune, notre ennemi est commun. Bien que les déclarations ne manquent pas d'emphase, voire de grandiloquence, la solidarité dont il est question à La Havane ne se limite pas aux beaux discours évoqués par Ben Bella à Addis Abeba. Elle est concrète. C'est ce dont témoignent, par exemple, les objectifs fixés au Comité tricontinental de solidarité avec le Vietnam, mis sur pied au cours de la conférence. Il s'agit, est-il expliqué, de soutenir et d'aider le peuple vietnamien sur les plans moral, politique, matériel et économique, en lui envoyant même des volontaires et des armes de tous les pays, de tous les continents et de l'ensemble des 3 continents. Au-delà du seul cas vietnamien, la résolution de politique générale soutient clairement la légitimité de la lutte armée, dans le cadre non seulement du combat contre le colonialisme direct, mais également contre l'exploitation impérialiste. Face à la violence des impérialistes, les peuples des 3 continents doivent répondre par la violence révolutionnaire, tant pour protéger l'indépendance nationale conquise que pour obtenir la libération des peuples qui luttent pour secouer le joug de l'exploitation impérialiste. Les peuples doivent alors recourir aux formes de lutte les plus énergiques, et parmi elles, la lutte armée est l'une des formes supérieures permettant de remporter la victoire finale. Comme le soulignera en 1997 la militante égyptienne Didar Fawzi, avec la tricontinentale, les mouvements de libération nationale passent, en théorie comme en pratique, de l'anticolonialisme à l'anti-impérialisme, signifiant ainsi que la souveraineté juridique ne suffisait pas à se libérer de la dépendance. Contre-offensive impérialiste. Si cette transition entre anticolonialisme et anti-impérialisme est progressive, et se manifeste différemment selon les pays, les leaders et les mouvements, elle donne globalement l'ère du temps politique de l'Afrique dans la première moitié des années 1960. Tout en étant le prolongement de la phase anticoloniale, la phase anti-impérialiste est beaucoup plus menaçante pour les puissances qui dominent l'économie mondiale. La contre-offensive ne tarde pas. Contre-insurrection, intervention militaire, coups d'État et assassinats politiques se multiplient pour éliminer les gêneurs et mettre au pouvoir ce que Frantz Fanon qualifiait de manière prémonitoire, dans Les damnés de la terre, de courroies de transmission et d'agents d'affaires de la bourgeoisie occidentale. Le modèle militaire d'intervention comprend 2 volets. En premier lieu, un contrat d'allégeance est passé, de façon formelle ou informelle, entre donneurs d'ordre occidentaux et agents d'affaires locaux. En échange, ces derniers bénéficient de substantiels programmes d'aide et d'assistance militaire, policière, financière, leur permettant d'écraser dans l'œuf toute contestation politique et sociale. Tout au long des années 1960, grâce aux accords secrets de défense que Paris a fait signer au dictateur camerounais Haïdjo en 1960, les troupes françaises participent à la guerre contre-révolutionnaire contre l'UPC. En janvier 1964, les parachutistes britanniques interviennent successivement au Kenya, au Tanganyika et en Ouganda. En août de la même année, ce sont les troupes françaises qui volent au secours du président du Gabon, Léon Mba, menacé par un coup d'État. En novembre 1964, c'est au tour des troupes belges et états-uniennes d'entrer en action au Congo. Cette intervention directe continue les années suivantes. Afrique du Sud en Rhodésie de 1966 à 1975, France au Tchad de 1968 à 1971, Portugal en Guinée en 1970, etc. Le second volet est le recours aux coups d'État et aux assassinats pour les récalcitrants. Ainsi, pendant que les chefs d'État ou de gouvernement étaient renversés, Kwame Nkrumah au Ghana en 1966, Modibo Keïta au Mali en 1968, Milton Obote en Ouganda en 1971, d'autres, au pouvoir ou non, étaient purement et simplement liquidés. Sylvanus Olympio au Togo en 63, Mehdi Ben Barka en 65, Ernest Ouandié au Cameroun en 71,
Amilcar Cabral en 1973 en Guinée, etc. De quoi, au passage, convaincre les dirigeants amis des grandes puissances de rester dans le droit chemin. Bien qu'ils aient été souvent organisés et exécutés par les services secrets étrangers, ces assassinats et ces coups d'État s'appuient aussi sur les nouveaux équilibres internes qui se dessinent après les indépendances africaines. Alors que l'opposition au système colonial avait tendance à gommer les lignes de clivage interne et à unifier les sociétés africaines, la libération du joug colonial tend à faire émerger de nouvelles lignes de fracture entre classes sociales au sein de chaque nation. Une nouvelle bourgeoisie, jusque-là contrainte dans son développement par l'ancien cadre colonial, se trouve dorénavant en porte-à-faux avec les masses populaires et s'oppose aux velléités d'indépendance économique des leaders progressistes. Postulant au rôle de chargé d'affaires, contrevoyait Frantz Fanon, cette bourgeoisie souvent qualifiée de comprador constitue le relais interne idéal des intérêts néocoloniaux des puissances impériales. Dans cette nouvelle configuration, les interventions militaires, les coups d'État et autres assassinats ne peuvent être réduits à de simples ingérences étrangères. Ils s'appuient aussi sur de nouveaux équilibres internes, au sein desquels des groupes sociaux cherchent à tirer le meilleur parti des évolutions en cours. Attaqués directement, les courants révolutionnaires africains sont également fragilisés par une rupture incomplète, que l'on constate chez certains de ceux qui s'en réclament, avec les modèles idéologiques dominants. Ainsi en est-il de la conception de la nation unitaire et négatrice de sa diversité culturelle. Une fois le carcan colonial explosé, les réaffirmations ethniques, identitaires, culturelles, religieuses se font jour. La négation, et plus souvent encore la répression de ces mouvements, ne manque pas de produire des mécontentements aisément instrumentalisables par les puissances étrangères, lorsque celles-ci y voient leurs intérêts. L'idée selon laquelle la démocratie serait un luxe de pays riches inapplicable dans de jeunes nations confrontées au fractionnement ethnique, à la misère sociale et à l'urgence économique, est également une erreur politique largement répandue en Afrique, pour le plus grand bonheur des dirigeants qui, se contentant au mieux d'élections factices, se maintiennent au pouvoir pendant d'interminables décennies. Dès lors, c'est une conception paternaliste et autoritaire de l'État, ne prévoyant que rarement l'implication des peuples aux décisions, qui se déploie trop souvent, y compris dans les pays qui se proclament révolutionnaires. On le constate en particulier dans le cadre des politiques de développement, de l'élaboration desquelles les populations, au nom desquelles elles sont initiées, sont presque toujours écartées. La notion de développement en elle-même témoigne d'un manque de distance critique avec les schémas mentaux hérités de la colonisation. Il n'est certes plus question de civilisation, mais on parle toujours de rattrapage et de retard, comme si les Africains devaient toujours marcher dans les pas de quelques sociétés supérieures. Comme le souligne Gilbert Rist, l'idéologie du développement telle qu'elle a été formulée par les puissances occidentales au cours du XXe siècle fait partie intégrante des mécanismes de domination, réduisant bien souvent l'être humain et son environnement à de simples données quantitatives qu'il s'agirait de valoriser dans une quête éperdue à la croissance économique. Nombre de responsables et de militants du tiers-monde, et d'Afrique en particulier, ont fait leur cette obsession du développement, sans prendre conscience de la fragilisation des liens sociaux et des écosystèmes qu'engendre cette folle croyance occidentale. Toutes ces réflexions, qui marquent la crise de l'idéal de liberté et de justice qui avait émergé au cours du processus de décolonisation de l'Afrique et qu'ont continué à porter Malcolm X, Mehdi Ben Barka et Amilcar Cabral, tous les trois assassinés, nous incitent à étudier le cas de Thomas Sankara, qui a sans doute représenté le dernier authentique espoir de révolution africaine dans un climat pourtant défavorable, marqué par les profondes mutations du capitalisme dont les années 1970-1980 ont été le théâtre. Crise pétrolière, crise de la dette, triomphe de l'idéologie néolibérale. Authentique espoir jusqu'à ce qu'il soit, à son tour, assassiné.